Acte 4, partie 4, section 4. Du politique. 1. Le souci du rapport à autrui implique la nécessité du politique. En tant qu'autrui est le support de soi, qu'un individu n'est jamais indépendant d'une collectivité et qu'autrui est la condition de l'existence de soi, il est parfaitement clair maintenant qu'un sujet ne peut pas se passer de l'existence d'autrui, car sa propre existence en dépend. Autrement dit, il n'est pas d'origine de la société. Jamais les hommes ne se sont réunis à un moment pour se dire « à compter de ce jour, vivons tous ensemble ». Depuis que l'homme est homme, la société a toujours existé, car l'homme est une espèce trop faible pour survivre seul. Pour perdurer, l'homme doit avoir le soutien d'autres humains qui tirent leur force de lui-même comme lui-même d'eux. Par exemple, un bébé ne peut survivre sans le support d'autre chose que lui-même. L'homme n'est pas comme de ces animaux qui apprennent à marcher et à se débrouiller seuls dès les premières secondes de leur naissance, comme les faons, les menthes religieuses ou les araignées. De même, une femme enceinte ne peut se débrouiller seule et satisfaire elle-même tous ses besoins. Dans la nature, elle n'est qu'une proie des plus vulnérables, incapable de lutter ni de fuir un prédateur. Elle a toujours besoin de protection ainsi que des ressources en abondance. Par conséquent, sans une société qui assure protection et ressources, aucun homme n'aurait pu survivre. En ce sens, il est absurde de distinguer l'origine de l'homme et l'origine de la société. Il n'y a pas eu d'abord les hommes, puis ensuite la société. Si tel est le cas, ce ne peut être que d'un point de vue théorique. Il y a toujours eu les hommes et la société, puisque, sans société, il n'y aurait pas eu d'hommes. Par conséquent, face à l'impuissance naturelle du sujet ainsi qu'à la dépendance nécessaire qu'il a d'autrui, les individus sont contraints d'unir leurs capacités respectives afin de produire un même ensemble à partir duquel chacun pourra subsister, ou, du moins, le plus grand nombre. Cette union nécessaire est motivée par le calcul simple qu'aucun ne peut survivre seul bien longtemps. Chacun comprend bien que sa survie dépend de l'autre. C'est donc dans le but de s'aider soi-même que l'on aide autrui. On ne fait le bien d'autrui qu'accidentellement, comme effet collatéral du bien que l'on recherche pour soi. À partir de là, l'intérêt même de l'individu lui fait nécessairement avoir le souci de son rapport à autrui. Dès lors, il produit une réflexion bien particulière qui est relative à cette vie en communauté à laquelle il est contraint. Cette réflexion, c'est celle du politique. Autrement dit, le politique est en tout premier lieu le souci de la vie en communauté. Toutes ces questions se rapportent au vivre ensemble. Dit encore autrement, comme il faut bien vivre ensemble, il faut vivre ensemble bien. C'est cette préoccupation qui motive la réflexion du politique. Le politique se forme toujours à partir du souci de la vie en communauté. Ce qui est politique est tout ce qui a rapport à cette vie en communauté. En un mot, le rapport nécessaire à autrui pose toujours la question de la relation avec lui à l'échelle de la communauté. C'est cela, la base du politique. 2. Le politique émerge toujours de ce qui est commun. Bien que tous les individus partagent ultimement une même condition, cette même condition ne suffit pas à souder le lien entre eux. En somme, cette même condition ne suffit pas à faire société. En outre, comme le sujet se dirige instinctivement vers les objets qui tendent à l'affirmer dans l'idée qu'il a de lui, il se dirige toujours vers ce qu'il affirme dans cette idée qu'il se fait de lui. C'est pourquoi les sujets vont vers des sujets qui sont semblables à eux. Les individus se rejoignent donc par affinité qui, dès lors, produit un ensemble d'individus relativement homogènes où chacun renvoie à l'autre l'idée qu'il se fait de lui, tout en créant un esprit général qui vise à faire de même. De fait, c'est ce qu'on appelle une secte, et c'est pourquoi toute collectivité a toujours profondément quelque chose de sectaire. Ainsi, les individus se rejoignent en castes plus précises à mesure que leurs conditions sont plus particulières et plus exclusives. Étrangement, ce sur quoi ils se rejoignent le moins est ce qui leur est le plus commun. En clair, bien que les individus peinent à se rejoindre sur ce qui leur est le plus commun, toute communauté ne se maintient que par la présence de ce quelque chose de commun qui est le ciment du lien entre les individus. En d'autres termes, ce qui est politique, c'est ce qui est relatif à une communauté. Il suit de cela qu'il n'y a pas de politique de l'individu. Cela n'a pas de sens. Il n'y a de politique que de ce qui est commun. Les actions d'un individu ne sont politiques qu'en tant qu'elles se rapportent à ce qui est commun. 3. Le commun est l'objet du politique. Le politique ne se porte jamais sur l'individu en lui-même, ce pourquoi il est souvent sans pitié pour lui. Il ne se porte pas non plus sur l'autre en tant que tel, ce pourquoi on peine parfois à comprendre à qui il profite. Le politique se porte toujours sur l'individu dans son rapport à l'autre et sur l'autre dans son rapport à l'individu. C'est-à-dire que la pratique du politique se porte toujours sur la communauté des individus et dans la manière dont cette communauté existe et se déroule. Autrement dit, dans son rapport à autrui, le sujet ne se pense plus comme un individu isolé, mais comme un élément d'un même ensemble. Dès lors, le sujet ne se pense plus individuellement, mais généralement, c'est-à-dire en rapport avec autrui. Il se pense comme un élément d'un même peuple.
C'est pourquoi cette instance tierce à partir de laquelle il maintient son lien avec autrui devient un véritable objet d'étude. Il devient l'objet même de ce qu'on en appelle le politique. Dit encore autrement, avant d'être un gouvernement, le politique est d'abord tout ce qui a rapport à une société. La pratique du politique est l'entretien de ce commun entre les individus qui permet de les fédérer en un même ensemble. D'une manière très imagée, nous pourrions dire que le politique est la conscience de la communauté qui prend soin de celle-ci comme s'il s'agissait d'une seule et même personne. Ce politique fait toujours référence à ce commun. Cela veut dire que, bien qu'il existe des conditions communes aux individus et au peuple qui permettent de formuler des mêmes lois pour les gouverner, il existe des particularités propres à un peuple qui empêchent de le gouverner identiquement de la même manière qu'un autre. 4. La normalité est une condition du politique. En tant que le politique émerge toujours de ce qui est commun, ce commun se fait toujours contre la singularité de l'individu. C'est pourquoi, vivre en communauté, c'est accepter de perdre un peu de sa singularité pour créer quelque chose de commun de telle manière que l'autre soit aussi le même. Autrement dit, en tant qu'une relation entre deux individus ne peut se faire que sur une instance tierce, que nous nommons de normalité, cet espace qui permet à deux individus d'interagir en se rejoignant sur une même base, la normalité est une nécessité du politique. Sans elle, aucune communauté ne peut se créer ni se maintenir. Dit autrement, en tant que l'individu produit un habitus, un individu se développe et exprime ce qu'il est relativement à cet habitus. C'est pourquoi nous avons dit que cet habitus est constitutif de l'identité d'un sujet. Or, cet habitus est précisément cette instance tierce qui reste commune à chacun et qui rend effectif le politique. En d'autres termes, une société est un ensemble de critères majoritaires et de traits communs autour desquels gravitent les individus en cherchant à s'y agréger du mieux qu'ils peuvent pour exprimer ce qu'ils sont tout en faisant corps avec les autres. Si l'on poursuit, la normalité de la société est ce commun à partir duquel l'individu exprime ce qu'il est pour, tout en étant lui-même, continuer d'être aussi l'autre. Cette normalité est donc le terrain commun et l'espace sur lequel évoluent les individus et à partir duquel ils vivent. Citation. L'individu trouve l'être de son peuple comme un monde déjà prêt et fixé auquel il doit s'incorporer. Il doit s'approprier cet être substantiel en sorte qu'il en imprègne sa mentalité et les aptitudes qui lui permettront de devenir quelque chose. L'œuvre est là, et les individus doivent s'en inspirer et s'y conformer. Hegel, La raison dans l'histoire, grandeur et décadence des peuples. Dit encore autrement, la normalité est la somme des usages d'un peuple. Être normal, c'est être conforme à ses usages. C'est pourquoi vivre en société passe toujours par le respect des usages, des mœurs et de la morale populaire. Si cela n'est pas fait, le sujet en sera tout naturellement ostracisé. À proprement parler, rien n'oblige l'individu à faire comme autrui. Mais chacun comprend très bien que c'est se stigmatiser soi-même que d'être différent. C'est se condamner soi-même à la haine, à l'impuissance et à la marginalité. C'est pourquoi l'individu comprend intuitivement qu'il est bon pour lui d'être comme les autres et que, ne pas l'être, c'est s'exposer à d'infinis tourments. En un mot, la différence est un stigmate qui va présenter l'individu qui en est sujet comme à l'extérieur du groupe qui va, dès lors, le prendre pour cible. C'est pourquoi nous avons dit que la normalité pouvait être considérée comme un processus naturel d'une communauté qui lui permet d'évacuer ce qui lui est étranger et, par extension, forcément nocif. Citation. Le maître ne dit plus « Vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Il dit « Vous êtes libre de ne pas penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. » Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome 2, Effet de l'omnipotence de la majorité sur l'arbitraire. Ainsi, la normalité n'a aucun sens d'un point de vue individuel. Elle n'a de sens qu'en rapport à un ensemble d'individus que l'on nomme alors un peuple. C'est pourquoi la normalité est tout naturellement une condition du politique. Quand la normalité est là, c'est que le politique commence à être effectif. Et si l'on peut en effet concevoir le politique antérieurement à la normalité, sans cette dernière, le politique demeure impuissant, et c'est comme s'il n'existait pas. Comme le politique tire sa pratique de cette normalité, il a toujours comme intérêt d'entretenir cette normalité qui maintient le lien entre les individus. La normalité est donc un intérêt du politique. On ne peut pas gouverner ni maintenir unie une communauté qui n'est pas uniformisée par semblablement les mêmes mœurs, la même langue, la même esthétique et la même idéologie. On critique beaucoup les traditions, les préjugés, les usages et la normalité. Mais tout ceci consiste dans ce quelque chose de commun qui maintient le lien entre les individus et qui a été durement acquis et entretenu par des siècles d'efforts politiques. Par l'habitude, ce lien est devenu tellement évident que l'on ne s'en pose même pas la question. C'est oublier combien a été dure la construction de ce lien et combien un rien suffirait à le rompre. Là où il n'y a pas de normalité, de tradition,
de préjugés et d'usages, il ne peut y avoir de société, et le politique reste impuissant. C'est pourquoi l'on doit toujours toucher à l'usage d'un peuple avec beaucoup de précaution et même de crainte. Citation. Mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes, et mes mains profanes n'iront pas toucher à l'Arche sainte. Autrement, le pays est perdu. Charles Dickens, Cantique de Noël, premier couplet, le spectre de Marley. Bien sûr, aucun individu n'est parfaitement normal. C'est là l'un des nombreux paradoxes de la vie en société. Car la normalité ayant rapport à tous en général, elle n'est présente chez personne en particulier. Mais chaque individu doit s'efforcer du mieux qu'il peut d'être le plus normal possible s'il veut faire corps avec autrui. Car la normalité uniformise les différences personnelles de telle manière qu'un individu, en voyant l'autre, se voit lui-même. 5. L'État est la formalisation de la normalité d'une communauté. En tant que la normalité est une condition du politique, le politique n'est possible que par cette normalité. C'est pourquoi une bonne partie de sa fonction consiste à entretenir cette normalité. Son activité consiste à uniformiser cette communauté le plus possible sous un système commun qui, de par son fonctionnement, force l'individu à entrer dans cette normalité qui entretient la pratique du politique. Autrement dit, le politique porte sa pratique sur le commun, mais en quoi consiste-t-elle ? La réponse est celle-ci, en son bon maintien. Avant toute autre tâche, le politique va exprimer la normalité qui se dégage d'une communauté pour entretenir le lien entre les individus. Dit encore autrement, le particulier déchire fondamentalement l'unité de ce qui est commun. Pour rester uni, une communauté va avoir besoin d'uniformiser le particulier par tout un système normatif qui va fixer les usages afin de maintenir la cohésion sociale. Le politique doit maintenir ce commun car c'est cela qui unit les individus. Plus s'accentuent les différences entre individus, plus se creuse la distance entre eux, plus se délite le lien avec autrui. Par conséquent, le politique va formaliser la normalité d'une communauté pour en faire un système complexe de lois, d'administration et d'usage afin d'entretenir sa santé comme un médecin prendrait soin de la santé d'un corps. Par extension, ce système complexe est ce que l'on appelle communément un État. Bien sûr, l'État est plus complexe que cela, mais peu importe, car cela n'est pas le propos ici. De manière simplifiée, on peut considérer que toute communauté qui dispose d'un système administratif centralisé est un État. L'administration est le squelette de l'État. 6. Un collectif produit toujours un esprit général. L'uniformisation des attitudes et des mœurs va produire une normalité dans le commun de laquelle va émerger ce que l'on appelle un esprit général. Cet esprit général va modeler et diriger les façons de penser sensiblement vers le même point. Autrement dit, d'une manière très imagée et très complexe, même si les individus sont différents, tant dans leur manière d'être que dans leur représentation, ils ne diffèrent pas radicalement. D'une façon qu'il nous est difficile d'expliquer simplement, il y a entre les individus quelque chose de commun qui trouve ses racines dans ce peuple dont les individus sont les composés. Il s'agit d'un même climat idéologique, spirituel et intellectuel qui maintient le lien entre les individus de telle manière qu'ils aient tous sensiblement les mêmes idées, quand bien même elles divergeraient en tout point. En d'autres termes, même si les individus d'un même peuple peinent à s'accorder sur quoi que ce soit, ils s'accordent en réalité inconsciemment sur des éléments fondamentaux qu'il n'est parfois pas facile de trouver et qui fait ce lien culturel qui les cimente tous en un même ensemble. En un mot, l'esprit général d'un peuple est cet arrière-fond de toute pensée individuelle, de telle manière que la pensée individuelle se construit sur celle de cet esprit général. Si l'on continue, l'esprit général est une notion très abstraite, certes, et comme tout ce qui est abstrait, il est critiqué par ceux qui, sous prétexte de rigueur, demeurent entièrement incapables de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Il est vrai que nous aurions du mal à expliquer précisément ce que c'est. Nous pouvons tenter de l'expliquer ainsi. La somme des particuliers constitue un ensemble général qui s'en veut la synthèse et qui produit quelque chose de plus à chacune des parties qui le composent. Il se crée alors un jeu complexe de réciprocité où le général est constitué du particulier, mais où ce particulier est lui-même constitué de ce général. Bien que cela puisse paraître très ésotérique, c'est un principe fondamental à admettre pour comprendre un peuple. Celui qui ne comprendrait pas l'esprit général d'un peuple serait incapable d'y comprendre quoi que ce soit. Bien que cet esprit général ne soit pas inscrit en lettres d'or dans la société et qu'à aucun moment un individu ne va tomber dessus au détour d'une rue, c'est un principe absolument nécessaire à admettre si l'on veut comprendre un peuple, sa psychologie, son histoire, et nous dirions même son destin. Si cette expression d'esprit général dérange trop, nous pouvons tout à fait parler de psychologie collective. Par cette expression, il s'agit de désigner ce qui se dégage de la somme des individus lorsque ceux-ci s'organisent en communauté. Cette communauté va dégager des croyances, des idées générales, des manières d'être, des tendances, un sens commun qui sera tellement habituel qu'il en deviendra évident et, d'une manière très abstraite, une inertie dont il sera difficile de dévier. En outre, ce qui cimente un peuple, c'est cet esprit général. Si une multitude d'individus peut être désignée avec vérité sous un même ensemble, c'est d'une part du fait de leurs conditions communes,
mais également de par cet esprit général qui les lie et les soude au sein de ce même ensemble. On parle alors d'unité culturelle. Cette unité culturelle crée un ensemble homogène qui demeure ainsi malgré la différence entre les individus. C'est cette culture qui crée le lien entre chacun. Nous pouvons dire qu'il y a culture à partir du moment où l'individu n'est plus enfermé comme en lui-même, mais qu'il accède à autrui par ce lien qui est comme un pont entre les individus. Pour cela, il faut d'abord que se déploie la multitude et que tous les individus se confrontent à toute une variété d'instances extérieures, à d'autres individus et d'autres manières d'être, de telle manière que se crée et se développe un réseau de coutumes et de pratiques qui se complexifie de plus en plus. Cette multitude d'abord éparse s'uniformise peu à peu en une unité cohérente et fondamentalement homogène. Le développement de cette culture se fait pour ainsi dire passivement. Le sujet qui porte son projet ne le comprend pas. Il se contente d'agir et, chacun en faisant de même, se dégage quelque chose de commun qui tend à homogénéiser les actions des individus. Ainsi, le développement de la culture produit un apprentissage qui reste et se maintient au fil des générations. La culture crée donc un apprentissage qui s'ancre dans le sujet au point de devenir si constitutif de son identité que chercher à l'enlever reviendrait à nier ce qu'il est. Si l'on va plus loin, cet esprit général est l'expression de cet habitus qui est, pour le sujet, comme une seconde nature. L'esprit général d'un peuple n'est donc pas ce qui se dégage de lui à un instant précis, mais ce qui le caractérise en propre à la différence des autres. Il produit chez les individus un ensemble de caractéristiques qui déterminent le sujet jusque dans sa génétique et expriment le propre de son identité. Ainsi, même si les peuples se mélangent et parfois se confondent, chaque peuple obéit à des réalités génétiques, à un génos qui marque le propre de son type. De plus, cet esprit général est pour le sujet comme une forme générale dont il suit l'inertie. Par conséquent, cette seconde nature lui fait se diriger dans une certaine direction, avoir certaines manières d'être, et lui fait rejeter tout ce qui n'est pas compatible avec cet esprit. Autrement dit, l'esprit général constitue un ensemble abstrait qui est instinctivement normatif. Si un étranger venait chez un peuple tout en étant ignorant des usages propres à sa culture, il comprendra intuitivement qu'il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire, sans que personne n'ait besoin de lui dire quoi que ce soit. Car cet esprit général est également doté d'un ego qui cherche à rester lui-même et qui lui fait instinctivement rejeter tout ce qui n'est pas lui. C'est quelque chose dont le sage souffre toujours puisque sa nature même le contraint à être en dehors de l'usage et de la normalité. Mais s'il a un tant soit peu d'esprit politique, c'est là quelque chose qu'il devra nécessairement admettre et promouvoir. De la même façon qu'on ne sort pas nu et que, pour sortir, on remet des vêtements, de la même façon, on doit nécessairement exprimer ce que l'on est au travers de la normalité et de l'esprit général pour bien interagir avec autrui. Celui qui se construit indépendamment de l'esprit général de son peuple ne vaut rien. C'est cet esprit général et la culture qui en est l'histoire qui permet d'étayer l'identité de l'individu. Toute personne qui, se faisant fort de s'affranchir de cet esprit, après l'euphorie de sa désinhibition, sentira toujours la tristesse du spectacle de sa propre misère. Citation. La conscience de l'esprit doit se donner une forme concrète dans le monde. La matière de cette incarnation, le sol sur lequel elle prend racine, n'est autre que la conscience générale, la conscience d'un peuple. Cette conscience contient, oriente tous les buts et les intérêts du peuple. C'est elle qui constitue ses mœurs, son droit, sa religion, etc. Elle forme la substance de l'esprit d'un peuple, et même si les individus n'en sont pas conscients, elle demeure comme leur présupposition. Elle opère comme une nécessité. L'individu est formé dans cette ambiance et ignore tout le reste. Cependant, il ne s'agit pas d'un simple effet de l'éducation. La conscience d'un peuple n'est pas transmise à l'individu comme une leçon toute faite, mais se forme par lui. L'individu existe dans cette substance. Cette substance générale n'est pas le cours du monde. Au contraire, celui-ci se dresse impuissant contre elle. Aucun individu ne peut dépasser les limites que lui assigne cette substance. Il peut bien se distinguer des autres individus, mais non de l'esprit de son peuple. Il peut être plus intelligent que les autres, mais il ne peut pas surpasser l'esprit de son peuple. Ne sont intelligents que ceux qui ont pris conscience de l'esprit de leur peuple et se conforment à lui. Ce sont les grands hommes de ce peuple, et ils les conduisent selon l'esprit général. Les individus disparaissent pour nous et n'ont de valeur que dans la mesure où ils ont réalisé ce que réclamait l'esprit du peuple. Hegel, de la raison dans l'histoire, les peuples. 7. L'identité d'un peuple est toujours un mythos. De même que l'identité d'un individu repose sur un mythos, de même, l'identité d'un peuple repose toujours fondamentalement sur un mythos. Chez un peuple, l'identité est ce sentiment d'être un, de faire corps en un seul et même ensemble. Cela ne peut jamais être donné naturellement. Il faut forcément pour cela un travail éthique et culturel qui produit et soutient l'identité d'un peuple. De même que, sans un centre permanent autour duquel gravitent les éléments qui lui sont attachés, ces derniers se délitent toujours après une période de flottement, de même, sans valeur fédératrice incarnée par des symboles et soutenue par le politique, les individus explosent chacun de leur côté et la société s'effondre. Autrement dit,
Les conditions communes lient certes les individus, mais restent insuffisantes à les fédérer longuement au sein d'une même unité. Ce qui fédère une collectivité, c'est avant tout des valeurs, des récits, une histoire, en un mot, tout ce qu'apporte une culture. C'est cette identité commune qui insuffle aux individus un même sentiment d'appartenance, qui permet de connecter les affects afin de pouvoir dire que l'autre est également le même. Dit encore autrement, les valeurs fédératrices d'un peuple ne se trouveront jamais dans la nature. Elles ne peuvent qu'être le produit d'une éthique qui impose au monde un sens et qui donne au sujet ce que l'on appelle une identité. C'est pour cela que les valeurs ont toujours quelque chose de mythique. Ce sont ces valeurs qui créent l'identité d'un peuple, qui unissent les individus en les faisant partager quelque chose de commun, qui font le lien entre eux et qui, liés par les affects, les font se sentir mutuellement comme les éléments d'un même corps. Sans cela, les individus ne peuvent pas être unis, mais toujours dispersés. En outre, ce mythe est le produit du politique. Comme nous l'avons dit, l'identité est toujours éthique. Jamais cette éthique ne se trouvera dans la nature comme, pour ainsi dire, au détour d'un arbre. Elle est donc forcément instituée et, à l'échelle d'un peuple, cette institution est nécessairement politique. Le politique va donc cimenter cet agrégat d'individus par le mythe afin de lui donner une même identité et l'unifier spirituellement dans un même ensemble, comme dans un même corps. En simple, sans cette instance commune porteuse de valeurs fédératrices, il n'existe que des individus isolés. Il ne peut exister de nous, puisqu'il n'y a rien pour le porter et le soutenir. C'est pourquoi l'identité d'un peuple est toujours politique, tant dans son expression que dans ce qu'il a produite. Si l'on continue, fondamentalement parlant, l'histoire d'une société n'est rien de plus qu'une suite de phénomènes éparses auxquels on ne comprend rien et qui laissent les individus dispersés. Or, pour faire société, il faut de l'unité. C'est pourquoi le politique va condenser ces phénomènes au sein d'un même mythe que l'on appelle souvent roman national pour permettre à l'individu d'avoir une idée plus claire de sa propre histoire et de donner un sens à ce mot « nous ». Sans ce mythe, un individu est absolument incapable de se comprendre lui-même et les autres. Il ne s'agit pas de s'inventer une identité sans le soutien d'un support historique et de s'imaginer tel qu'on le voudrait, mais bien de comprendre cette idée générale qui se dégage de l'histoire d'un peuple pour en comprendre la nature, l'identité, l'inertie et la direction. En effet, il y a dans l'histoire d'un peuple une logique propre et des phénomènes récurrents. On ne pourra jamais comprendre cette logique si on étudie les phénomènes les uns indépendamment des autres. Il faut forcément les rapporter à une idée abstraite qui, techniquement parlant, est un mythe, mais qui n'est pas pour autant entièrement fausse. Par conséquent, ce mythe n'est pas une négation des sciences ni une réécriture constante de l'histoire selon les intérêts du moment. Il est le terreau du discours rationnel et la condition nécessaire aux individus pour développer leur sens éthique. Citation. Ce sont des ombres vaines, sans doute. Mais ces filles de nos rêves ont incité les peuples à créer tout ce qui fait la splendeur des arts et la grandeur des civilisations. Donner aux hommes la part d'espoir et d'illusions sans lesquelles ils ne peuvent exister, telle est la raison d'être des dieux, des héros et des poètes. Le Bon, Psychologie des foules, livre 2, chapitre 2. Cependant, il ne s'agit là nullement de vérité, mais uniquement de sens pratique. Ainsi donc, les valeurs, les usages, les coutumes, en un mot, le sens commun d'un peuple repose sur cette normalité qui est devenue tellement évidente que personne ne s'en pose plus la question, mais qui ultimement n'est que la somme de préjugés qui ne résistent jamais à la réflexion critique. Ainsi, tout l'usage d'un peuple repose en réalité sur des préjugés irrationnels et indémontrés, qui ne se maintiennent que par la force de l'évidence que l'habitude donne naturellement aux esprits, mais dont, au fond, ils ne comprennent pas la raison. Cette habitude de l'usage donne à chacun ce qu'il doit penser et faire chaque jour. Tant et si bien que ce n'est pas tant le sujet qui pense et agit, que cet esprit général doté d'une intention propre et dont le sujet suit l'inertie. En conséquence, on ne débat jamais vraiment, mais on se contente de répéter en boucle les mêmes affirmations. Fondamentalement, les individus pensent par slogans simples, rhétorique lapidaire et préjugés dont ils sont ultimement incapables de rendre raison. Tout cela leur est donné par ce mythe sur lequel repose tout le sens de leur vie et qui donne à leur esprit le fondement de leur pensée. En effet, le débat se porte sur des points précis, mais jamais sur les fondements. Les fondements donnent l'espace, non le contenu. Citation. Notre besoin d'affection est tellement vital que nous nous laissons convaincre par n'importe quel argument qui maintient le lien. La fiction qui fait l'affaire ne sert pas à raisonner, mais aide simplement à demeurer ensemble. C'est pourquoi il nous faut des récits, des visions partagées du monde auxquelles nous donnons des apparences rationnelles pour défendre des idées irrationnelles. Quand la raison nous isole et nous désolidarise, nous préférons la rationalisation qui renforce le lien et nous sécurise. Ce qui permet la survie, c'est de vivre ensemble. Ce n'est pas la recherche de la vérité. Boris Cyrulnik, Le laboureur et les mangeurs de vent. 8. L'inertie de l'esprit général d'un peuple est étranger à la volonté de celui-ci.
De même que l'inertie d'un objet est déterminée par la logique de sa forme, le rapport des individus entre eux crée une forme qui a son inertie propre et qui s'exprime indépendamment de la volonté des parties qui la composent. Ainsi, du fait de leur rapport, les individus produisent une forme générale dans laquelle ils sont compris, au travers de laquelle ils s'expriment, et qui développe une véritable intention propre qui ne vise rien d'autre que de s'auto-entretenir. Ce qui est très étrange, c'est que cet esprit général s'exprime parfois contre la volonté des individus qui en sont pourtant l'expression. Les individus subissent l'inertie de cet esprit général et héritent de conséquences dont ils sont étrangers. Autrement dit, quand les individus se regroupent, ils construisent quelque chose qui est la somme de tous mais qui devient quelque chose de plus. Cette chose développe alors une volonté autonome à chacun des individus. Cette volonté est celle de ce que nous nommons l'esprit général et qui diffère de la volonté particulière des individus. En définitif, si cela arrive, c'est que cela devait arriver. C'est que cela était l'étape suivante de l'inertie nécessaire de l'esprit général de ce peuple. En un mot, comme le disait Hegel, les individus n'empêchent pas qu'arrive ce qui doit arriver. 9. Le politique est autonome à la volonté des individus. En tant que l'inertie de l'esprit général d'un peuple est étrangère à la volonté de celui-ci et que, en outre, la politique est la pratique de cette instance tierce qui se dégage du commun, cela revient à dire que le politique est autonome à la volonté des individus. Autrement dit, de même que, dans le spectacle, l'instance tierce s'autonomise pour devenir indépendant aux individus, de même, dans le politique, cette instance tierce s'autonomise pour devenir indépendante aux individus qui pourtant le composent. C'est là un point qui est très complexe et qui ne cesse d'étonner. Quand les individus se regroupent, ils se créent quelque chose qui est la somme de chacun et qui pourtant reste étranger à tous. Bien que ce politique soit dépendant de tous en général, il reste indépendant de chacun en particulier. Et c'est comme s'il était indépendant de tous. Comme nous l'avons dit, si tout le monde s'insurgeait contre lui, il est clair que le politique s'arrêterait de fonctionner. Mais comme personne ne le fait ni ne le peut, il s'affranchit de la dépendance de tous pour devenir indépendant à chacun. Au final, c'est comme s'il tournait à vide. Comme nous l'avons dit, d'une manière très étrange, c'est comme si la maison n'avait besoin de personne. Elle fonctionne seule, tourne à vide, engloutit tout, et ne recrache les individus qu'une fois leur avoir pris tout ce qu'ils avaient à lui donner. Hobbes avait parfaitement raison quand il choisit de désigner une telle chose sous le nom de Léviathan. C'est pourquoi le politique, bien qu'il ne se fasse que par les individus, se fait toujours sans eux et malgré eux. Pour comprendre le politique, le sujet doit bien comprendre que le politique possède son intérêt et sa volonté propre qui est toujours étranger à la volonté de l'individu. C'est là quelque chose que sent bien tout individu dès lors qu'il possède un peu de pouvoir. Il sent bien qu'il n'est plus libre, mais que ses actions se réfèrent à l'intérêt de quelque chose de plus grand que lui, qui semble avoir sa volonté propre. En fait, c'est à peine exagéré de dire que l'individu politique réalise la volonté d'autre chose. On dit souvent que l'intérêt de l'État est l'intérêt de tous. On considère donc celui de l'État comme l'intérêt suprême. Or, cela est faux. On comprend bien sûr ce que cela veut dire, mais comme nous ne cessons de le dire depuis un moment, comme il s'agit du bien de tous en général, il s'agit de celui de personne en particulier. Tant et si bien qu'il n'est pas évident de savoir à qui cela profite. Jamais un individu ne pourra dire en vérité « le bien de l'État a fait mon bien ». Le bien des individus est toujours annexe à celui de l'État. L'État ne fait le bien des individus que collatéralement au sien propre. De manière provocante, nous pouvons dire que le bien des individus est un accident du bien de l'État. Jamais l'État ne fait le bien de l'individu. C'est l'individu qui fait son bien à partir de ce qui lui est accessible dans l'État et qu'il ne gagne qu'à la force de lui-même. D'une manière qu'il n'est pas lieu de traiter ici, l'homme politique agit selon l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, c'est celui du politique. Celui du politique, c'est celui du pouvoir. Fondamentalement parlant, le pouvoir ne cherche rien sinon que d'être parfait et absolu. Car il comprend bien que sa pratique ne sera jamais véritable si elle n'est pas absolue. 10. Le politique est l'expression contemporaine de l'esprit général d'un peuple. En tant que l'esprit général d'un peuple va rejeter tout ce qui n'y est pas conforme, le politique qui va porter sa pratique sur lui va donc exprimer, et le mot est très bien choisi, la normalité, les usages, les modes, l'esthétisme, les façons de penser. En un mot, l'esprit général d'une communauté et va agir relativement à cet esprit général. En d'autres termes, le politique ne se porte premièrement que très rarement sur l'idée de gouvernement. Le politique est la pratique du commun, c'est pourquoi il se trouve au sommet de ce commun. Ce pourquoi on dit souvent qu'il le gouverne. Mais le politique ne saurait faire ce qu'il souhaite d'un peuple, car le politique ne pourra jamais faire quelque chose qui ne correspond pas à son esprit. Dit encore autrement, de même qu'il existe dans le sujet une partie immuable qui demeure une et identique indépendamment de toutes ses déterminations et qui constitue le cœur de ce qu'il est, de même,
Il existe dans un État un socle solide qui demeure le même indépendamment de toutes ses déterminations. Ce socle est le terrain sur lequel s'opèrent ces déterminations. C'est l'esprit général de cette communauté dont le politique est l'expression contemporaine. Si les expressions contemporaines changent, elles sont toutes l'expression d'un même support qui reste toujours un et identique. Si l'on poursuit, en tant que le sujet est pris dans le mouvement de formes générales desquelles il ne peut s'extraire, et que l'État est également l'une de ces formes, le sujet ne doit pas chercher à s'en extraire ou à constamment résister contre elle, ce qui n'en serait que le prolongement, mais bien la comprendre, l'entendre et chercher les moyens de la déterminer avec ce qui lui est permis. C'est pourquoi les citoyens doivent se plier au mouvement de la forme de leur État afin de pouvoir s'y déterminer au mieux. Citation. Un État est bien ordonné et fort lui-même quand l'intérêt privé des citoyens est uni à la fin générale de l'État, quand l'intérêt privé et la fin de l'État trouvent l'un dans l'autre leur satisfaction et leur réalisation. C'est là une proposition d'une extrême importance. Mais cette unification ne peut devenir réelle que si l'État arrive, ce qui présuppose de longues luttes intellectuelles, à prendre conscience de la fin générale et à se donner une multitude d'institutions conformes à cette fin. Hegel, La raison dans l'histoire, la ruse de la raison. En fait, ce n'est pas tant le politique qui gouverne le peuple que le peuple qui gouverne le politique. C'est pourquoi nous disons que, fondamentalement, le politique exprime l'esprit général d'un peuple à un instant précis. La politique d'un peuple n'est rien sinon l'étape actuelle de cet esprit général qui continue son inertie au travers de l'histoire. Il suit de cela que les individus tentent toujours à réaliser, par le politique, l'étape contemporaine de l'esprit de leur peuple. Citation. Les grands hommes de l'histoire sont ceux dont les fins particulières contiennent la substantialité que confère la volonté de l'esprit du monde. C'est bien ce contenu qui fait leur véritable force. Ce contenu se trouve ainsi dans l'instinct collectif inconscient des hommes et dirige leurs forces les plus profondes. C'est pourquoi il n'oppose aucune résistance conséquente au grand homme qui a identifié son intérêt personnel à l'accomplissement de ce but. Les peuples se rassemblent sous sa bannière. Il leur montre et accomplit leurs propres tendances immanentes. Hegel, La raison dans l'histoire, la ruse de la raison. Ainsi, l'homme politique n'agit jamais comme il l'entend, mais toujours relativement à cet esprit général que, en fin de compte, il est contraint d'exprimer. Si un homme politique devait agir d'une manière qui ne correspond pas à l'esprit général de son peuple, jamais son action ne pourra être effective. Elle sera rejetée par ce peuple, comme un corps étranger. C'est pourquoi la connaissance de l'esprit général d'un peuple est nécessaire à la bonne pratique du politique. Une politique dénuée de cette connaissance ne pourrait être qu'inadéquate, aveugle et irresponsable. Comme le dit Gustave Le Bon, on ne gouverne pas à coups de lois et de décrets. Et l'arbitraire de la volonté ne saurait faire plier ni les lois de l'univers, ni les lois pérennes de la psychologie d'un peuple sur lesquelles ce dernier pense et agit. Citation. La forme sociale et politique dans laquelle un peuple peut entrer et rester n'est pas livrée à son arbitraire, mais déterminée par son caractère et son passé. Taine, Les origines de la France contemporaine, préface. De même, en tant que l'identité d'un peuple est un mythos, la tâche du politique sera d'exprimer ce mythos concrètement afin de le rendre sensible à son peuple. Ainsi, le politique produira des symboles et des récits qui seront l'expression de l'identité de ce peuple, qui peut être dit ainsi précisément par le ciment qu'opèrent ces symboles entre les individus. Pareillement, comme le politique est l'expression du commun, il est donc exclusif à ce commun. Autrement dit, la politique ne se porte pas sur un objet vide de contenu. On ne peut pas formuler sa pratique par un ensemble de méthodes qui fonctionneraient, pour ainsi dire, a priori. Le politique agit toujours relativement à une certaine communauté qui hérite d'une certaine histoire. De cela, il suit que la politique d'un peuple ne correspondra jamais identiquement à celle d'un autre, car l'esprit général ne sera pas le même, et ce qui sera propre à un peuple sera inadapté à un autre. En outre, en tant que la logique est la formule d'une suite qui en donne la raison, la connaissance de l'esprit général permet de donner la raison de son inertie et, par suite, celle de l'étape suivante de cette inertie. C'est pourquoi le politique, pour être efficace, doit comprendre la logique de l'esprit général de son peuple afin de savoir quelle en est l'inertie et l'étape suivante. En un mot, la science d'un peuple, c'est son histoire. On connaît un peuple par l'étude de son histoire. Un peuple dénué de la connaissance de son histoire est devenu comme étranger à lui-même. Sans pouvoir empêcher qu'arrive ce qui doit arriver, il subit ce qui arrive plus qu'il ne le pratique. Il ne sait pas ce qu'il est ni vers quoi il va. Il est devenu aveugle à son destin et ne se reconnaît même plus quand il se voit. C'est là un point qu'il est important de développer. Si tous les sujets possèdent ultimement la même condition, non seulement cette même condition ne suffit pas à les fédérer pérennement sur des valeurs communes, mais en plus les modalités propres à chacun finissent par créer des substrats différents qui ne sont pas réductibles à un autre. Différentes modalités d'individus créent des communautés ayant différents substrats, c'est-à-dire un génos différent, qui s'accompagne d'un esprit général différent.
Il ne peut y avoir d'assise culturelle pérenne si elle n'est pas étayée par un fond biologique. C'est ce fond biologique auquel on se réfère quand nous parlons de génos. Tout n'est pas le produit d'une construction culturelle, comme si la culture inventait de toutes pièces l'individu qui en est l'expression. La culture ne fait souvent qu'acter des réalités biologiques dont elle cherche à exprimer l'esprit. On voit donc des différences notables d'un continent à un autre, d'un pays à l'autre, et même d'une région à l'autre. Chacun a son histoire et culture personnelle qui produit un esprit général et qui constitue leur identité. Et comme la science d'un peuple, c'est son histoire, couper un peuple de son histoire, c'est le couper de son identité. Il n'existe plus alors que des masses d'individus équivalentes entre elles. En outre, comprendre l'esprit d'un peuple n'est pas seulement en comprendre son histoire, mais également sa géographie. Car comme le contexte détermine l'esprit, la géographie d'un peuple en détermine également l'esprit. C'est pourquoi, pour comprendre l'esprit d'un peuple, il faut comprendre en quoi le rapport nécessaire de ce peuple à son contexte naturel en détermine l'esprit et sa vision du monde. Citation. Ce qui importe est de connaître non pas le sol comme terrain extérieur, mais le type naturel de l'endroit qui coïncide exactement avec le type et le caractère du peuple qui est le fils de ce sol. Or, ce caractère donne en même temps la manière dont les peuples se présentent dans l'histoire du monde. Ils prennent place et position. Hegel, La raison dans l'histoire. 4. Les conditions naturelles, le conditionnement naturel. Pour connaître la bonne politique d'un peuple, il ne faut donc pas, comme le font certains, écarter tous les faits, mais bien, au contraire, prendre beaucoup de soin pour analyser l'inertie propre de l'esprit de ce peuple, afin de comprendre ce qu'il est capable d'accepter et quelle direction il peut emprunter. Concevoir la politique d'un peuple indépendamment de la connaissance de son histoire et de son esprit est le meilleur moyen de se perdre dans les fantaisies de son imagination et de projeter ce peuple vers les utopies meurtrières qui sont caractéristiques des idées chimériques. Ainsi donc, la connaissance de l'esprit général de son peuple est nécessaire à la bonne politique, car, si le sujet ignore cela, il ne peut connaître ce qui est meilleur pour lui, et se condamne lui-même à s'épuiser jusqu'à la mort dans la poursuite de chimères qui, illusoires et inadéquates, ne lui laisseront rien sinon l'amertume et le dégoût de leur déception. Citation. C'est pourquoi, si nous parvenons à trouver la nôtre, ce ne sera qu'en nous étudiant nous-mêmes, et plus nous saurons précisément ce que nous sommes, plus nous démêlerons sûrement ce qui nous convient. On doit donc renverser les méthodes ordinaires et se figurer la nation avant de rédiger la Constitution. Sans doute, la première opération est beaucoup plus longue et plus difficile que la seconde. Que de temps, que d'études, que d'observations rectifiées l'une par l'autre, que de recherches dans le présent et dans le passé, sur tous les domaines de la pensée et de l'action, quel travail multiplié et séculaire pour acquérir l'idée exacte et complète d'un grand peuple qui a vécu âge de peuple et qui vit encore. Mais c'est le seul moyen de ne pas construire à faux après avoir raisonné à vide. Et je me promis que, pour moi du moins, si j'entreprenais un jour de chercher une opinion politique, ce ne sera qu'après avoir étudié la France. Taine, Les origines de la France contemporaine, préface. 11. Dans une communauté, tout est politique. De même que le monde est un cosmos et que rien ne se trouve dans le monde qui lui soit étranger, de même, une communauté est un réseau d'interconnexion où chacun affecte l'autre dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien dans l'action d'un sujet qui n'a, d'une manière ou d'une autre, une incidence sur la communauté et sur autrui. Or, comme le commun est l'objet du politique, cela revient à dire que, dans une communauté, toute action est politique. Autrement dit, il n'y a pas d'action individuelle vierge d'incidence politique. Et comme la théorie détermine la pratique, la façon même de s'habiller et jusqu'à la manière de parler témoigne toujours d'une éthique, d'une esthétique, en un mot, d'une idéologie que le sujet possède et qui s'exprime dans chacun de ses actes. Dit encore autrement, tout objet est toujours déjà engagé dans le monde, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'objet qui pourrait se tenir, pour ainsi dire, en dehors du monde, comme si son existence en était affranchie. De même, un individu se trouve toujours déjà engagé dans le réseau d'une communauté. Il n'y a aucun individu qui puisse se dire absolument libre en dehors d'une communauté, comme s'il en était affranchi. Un sujet n'est pas autonome et libre, mais toujours inscrit dans un peuple et ancré dans une culture. Ainsi donc, derrière chaque individu se trouve un collectif qui le détermine et l'étaye. En conséquence, tous les actes d'un sujet portent toujours l'empreinte de l'esprit général du peuple duquel il émerge, dont il est le témoin, par lequel il est constitué et dans lequel il vit. Qu'il en soit conscient ou non, le sujet porte en lui un héritage culturel qui l'exprime au travers de chacun de ses actes. C'est également pourquoi nous disons que toute action d'un sujet est politique. De plus, comme la théorie détermine la pratique, il ne peut y avoir de pratique indépendante d'une certaine théorie. Ainsi donc, toute pratique est l'expression d'une théorie et contient en elle cette théorie.
C'est pourquoi nous avons dit que tout divertissement porte foncièrement en lui une certaine idéologie, c'est-à-dire une certaine vision du monde. Tout ce qui touche au divertissement est donc indissociable du politique. Son aspect faussement innocent trompe les esprits sur son incidence politique. En effet, on dissimule le politique sous les atours de la neutralité. On jette alors la confusion dans les esprits qui ne savent plus ce dont ils font l'expérience. Lorsqu'un format de divertissement devient la référence principale, elle impose sa vision du monde à ceux qui la consomment. En s'imposant comme forme de divertissement principal, on endoctrine l'esprit d'autrui à l'idéologie qui en est le sens. En conséquence, dans une communauté, il n'existe pas d'épiphénomène. Tout phénomène social est forcément politique, tant dans ce qui le produit que dans ce qu'il cause. C'est précisément parce que l'on a cru qu'il y avait, dans le politique, des phénomènes qui ne s'y rapportaient pas, que l'on a donné licence à toute une série de factieux qui n'avaient pour projet que le délitement du commun au profit de leur propre personne. Remarque, tout est politique. Cet argument a trop été souvent utilisé par des mouvements militants qui n'avaient pour seul objectif que de faire du prosélytisme à tous les niveaux. Pour eux, la société est composée de castes dont le destin ultime est de se confronter. Par cette expression, ils renvoient donc chacun dos à dos en pointant du doigt l'idéologie de chaque caste. Nous ne disons nullement cela. Nous disons qu'il n'y a rien dans une communauté qui ne soit politique. Chaque action est produite d'un individu qui est le produit d'une société, et chaque acte a une incidence sur cette communauté. Habituellement, l'idéologie de chacun est uniformisée dans l'esprit général de son peuple. Mais quand la normalité se détruit, quand le commun se délite, ressurgit alors chaque idéologie particulière qui, dès lors, peine à s'accorder avec celle des autres, d'où la croyance en une société divisée en castes et qui ne peuvent plus rien sinon se faire la guerre. 12. Dans l'État, tout individu est responsable. En tant que, dans une communauté, tout est politique, cela appelle forcément la notion de responsabilité chez les individus de cette communauté. Tout individu doit savoir que ses actions ont des conséquences politiques et qu'il doit toujours prendre en compte ce politique dans la réflexion de ses actions. C'est ce sens du politique et cette responsabilité qui diffère le citoyen de l'esclave. L'esclave est un infant, c'est-à-dire littéralement celui qui ne parle pas. Comme sa conscience n'est pas suffisamment mature, il agit toujours par ignorance. Et comme il ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut pas être tenu pour responsable de ses actions. C'est pourquoi il ne fait jamais que subir l'action des autres. Jamais l'action qu'il fait n'est véritablement la sienne. C'est bien dans un tel état que vit l'individu du commun. Sans savoir la nature, la cause et les conséquences de ses actions, il subit celles-ci plus qu'il ne les produit. Comme un enfant, il agit sans savoir ce qu'il fait et ignore ce qui se déploie au travers de chacun de ses actes. Citation. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Raymond Aron, Leçon sur l'histoire, cours du Collège de France. Autrement dit, de même que le sujet n'est pas libre de ne pas agir, le sujet n'est pas libre de ne pas avoir d'incidence politique. Il ne peut s'affranchir du politique comme s'il en était étranger. La nécessité de l'incidence politique dans l'action d'un sujet implique donc la nécessité du devoir politique pour l'individu. En clair, comme l'action du sujet est nécessairement politique, il doit nécessairement se poser la question de ce politique pour être responsable dans ses actions. Ainsi, l'individu doit savoir que toutes ses actions produisent des conséquences politiques. Il doit donc agir relativement à ce politique et son devoir de citoyen nécessite l'acquisition d'une conscience politique. La politique est donc un devoir insoustrayable du citoyen. Non seulement par sa condition même dont il ne peut se soustraire, mais surtout parce que, et cela est bien connu, si le citoyen ne s'occupe pas toujours de politique, la politique s'occupe toujours du citoyen. Et si le citoyen ne se préoccupe pas de la politique se fera pour lui, sans son action. En conséquence, sans la détermination du citoyen, sans la participation du citoyen, la politique n'est plus pour lui que quelque chose de purement passif qu'il ne peut que subir. L'individu ne peut ni se soustraire à l'influence que la politique a sur lui, ni se soustraire à l'influence que lui a sur la politique. Et si malgré tout il s'y essaie, ce n'est plus un être actif, un citoyen, mais un esclave. 13. Au sein d'une communauté, un individu n'est actif que par le politique. En tant que la liberté n'est jamais absolue mais toujours particulière, la liberté civile pour un individu ne saurait être la libre licence de faire ce que bon lui semble. Elle ne peut être que la capacité d'action restreinte au sein de la sphère politique. Plus précisément, comme un esclave et un seigneur peuvent aussi bien se dire libres selon la définition que nous en avons donnée, la notion de liberté n'est pas une question pertinente dans la réflexion de la société civile. Nous pourrions restreindre la liberté au maximum que l'on pourra toujours se dire libre car, au fond, la liberté n'est rien que de faire ce qui nous est possible. C'est pourquoi elle est profondément tautologique et ne veut, au fond, pas dire grand-chose. La liberté est un sujet important, certes, mais dans la réflexion de la société, elle est très secondaire, voire même annexe.
On trouvera dans tous les régimes et à toutes les époques des exaltés de la liberté qui trouveront toujours toutes les raisons pour dire qu'ils en ont trop ou pas assez. Ce sont des débats populaires qu'il faut laisser aux rhéteurs et à ceux qui font office de tromper le peuple pour leur profit. Ainsi, la question de la liberté n'importe pas vraiment dans la société civile. Ce qui importe est de savoir comment le sujet agit dans la société. Or, il ne peut agir que relativement en politique. Quand le sujet fait de la politique, le sujet agit au sein de la société. Autrement, il subit ce politique qui s'impose à lui. Bien sûr, il s'agit là d'une métaphore. L'individu est toujours actif et toutes ses actions ont des conséquences politiques. Quand nous disons qu'un sujet est actif au sein de la société, nous voulons parler de la manière que le sujet possède pour réaliser sa volonté. Ce moyen, c'est le politique. Si l'individu n'use pas de cela, il restera entièrement impuissant. Autrement dit, si la volonté d'un individu ne se traduit pas au travers des institutions, de l'administration, du langage propre à ses instances, de la loi, en un mot, du politique, le sujet ne pourra jamais réaliser sa volonté, il sera toujours impuissant et au proie à l'économie, aux banques, à la loi, aux avocats, à l'administration, aux secrétaires, à la police, et même à ces individus qui, fins connaisseurs du politique, savent toujours comment manœuvrer pour profiter de ceux qu'ils font ployer. En un mot, à toutes ces choses qui ne tirent leur profit que du lèse qu'elles infligent à autrui. En un mot, le sujet doit bien comprendre que le politique a sa langue et ses règles propres. Bien que cela soit l'extension du rapport entre individus, le sujet ne peut interagir avec ce politique comme il le fait avec des individus. Pour ce faire, il doit forcément traduire sa volonté et ses actions dans le jeu complexe et tordu du politique. Autrement, il n'agira jamais, mais subira toujours. 14. La vérité est une condition de la pratique politique d'un sujet. En tant que savoir, c'est pouvoir, et que, pour être actif, un sujet doit traduire sa volonté dans le politique, si le sujet veut être actif, il lui faut posséder un corpus d'éléments indispensables. Ces éléments sont divers et variés, mais on peut les résumer à ceci. L'histoire, afin de savoir d'où le sujet vient, qu'est-ce qui le caractérise, quelle est l'identité de son peuple et de lui-même, quelle est l'inertie de son peuple et le génie propre qui le caractérise. La géographie, afin que le sujet sache où il habite. L'administration, afin que le sujet sache comment traduire sa volonté dans le système de son État, sans quoi elle reste sans effet. La géopolitique, car l'autarcie n'est pas possible et qu'autrui a forcément une incidence sur soi. Ne pas comprendre autrui, c'est nécessairement entretenir des mauvais rapports avec lui et ne rien comprendre de ce que ses actions produisent sur nous. L'économie, afin de comprendre ce qui a toujours fait le nerf de la guerre et ce pourquoi les hommes se battent, l'argent. La médecine, car lorsque l'on ne sait pas soigner, on est fondamentalement impuissant aux maux de ce monde. Le droit, afin de pouvoir se prémunir au mieux de son effet et de profiter au mieux de ses fruits. Sans doute cela pourra paraître cynique, car le droit donne l'impression de quelque chose de juste en soi. Mais le droit est un monstre aveugle, il est absurde en lui-même, et on peut toujours en faire ce que l'on veut. Il n'a de sens et d'utilité que lorsqu'on en fait un outil au service d'une volonté. Le droit est également nécessaire pour forcer le politique à respecter les droits qu'il donne au principe aux individus. On dit communément que le politique donne des droits en échange de devoirs, mais cela n'est qu'hypocrisie. En effet, le politique donne des droits aux individus, mais seulement en principe, car en attendant qu'il les applique, l'individu peut attendre longtemps. Jamais le politique ne donnera de droits sur un plateau. L'individu doit toujours les obtenir par la force en contraignant le politique à ses propres règles. La raison en est que les droits des individus sont profondément contraires aux intérêts du politique qui ne vise que le pouvoir. C'est pourquoi le politique ne prescrit jamais que des devoirs. S'il se limite à ses propres forces, l'individu est impuissant. Il a besoin d'autre chose pour faire valoir ses droits et pour contraindre le politique à respecter ce qu'il lui donne en principe. Mais il y a aussi des enseignements extrêmement terre-à-terre, mais qui sont des plus utiles et sans quoi l'individu demeure passif. La mécanique, par exemple, comment réparer son véhicule, la cuisine, comment apprendre à se faire à manger, le survivalisme, comment se débrouiller de manière élémentaire en nature, retrouver son chemin, reconnaître les étoiles, savoir quelles plantes peuvent soigner ou être toxiques. En un mot, de manière générale, tout enseignement ayant trait à la vie pratique d'une société à un instant précis est tout ce qui permet d'accroître sa puissance afin d'être plus libre dans la société. Dans ce corpus, la sagesse est entièrement évacuée. Pourtant, on comprend bien que tout cela a rapport à la connaissance. Or, cette connaissance ne peut être amenée que par la voie de la sagesse. Cette voie ne doit pas s'enfermer sur elle-même pour se perdre dans le ciel abstrait des idées, comme elle le fait maintenant dans les académies, mais bien toujours se rapporter à ces enseignements pratiques qui est seul moyen d'être actif, d'augmenter sa puissance, et donc sa liberté, ainsi que de conduire sa vie au mieux. C'est pourquoi nous disons que la vérité est une condition du politique. En outre,
Dire que la vérité est une condition de la pratique politique d'un sujet, c'est dire que la vérité est une condition de la liberté politique. Or, cette liberté politique, c'est précisément cela qui fait le propre du citoyen. C'est la connaissance de ce corpus d'enseignement qui fait d'un individu un citoyen. Ainsi, la citoyenneté n'est pas une nature, elle ne peut être que le produit d'un apprentissage qui se fait au sein de la société. Être citoyen est toujours le produit d'un acte libre. On n'est jamais citoyen par dépit, par hasard, par défaut ou par incapacité à être autre chose. Cela, ce n'est pas être citoyen, c'est être esclave des bienfaits de la société. Citation. Les hommes sont déclarés libres. Mais ne sait-on pas que l'instruction agrandit sans cesse la sphère de la liberté civile et, seule, peut maintenir la liberté politique contre toutes les espèces de despotisme? Ne sait-on pas que, même sous la constitution la plus libre, l'homme ignorant est à la merci du charlatan et beaucoup trop dépendant de l'homme instruit, et qu'une instruction générale, bien distribuée, peut seule empêcher non pas la supériorité des esprits qui est nécessaire, et qui même concourt au bien de tous, mais le trop grand empire que cette supériorité donnerait, si l'on condamnait à l'ignorance une classe quelconque de la société. Celui qui ne sait ni lire ni compter dépend de tout ce qui l'environne. Celui qui connaît les premiers éléments du calcul ne dépendra pas du génie de Newton et pourra même profiter de ses découvertes. Talleyrand, Rapport sur l'instruction publique, 10 septembre 1791. 15. Le politique est le garant de la dignité du sujet. Nous pouvons résumer tout ce qui précède en cette seule proposition. Le politique est le garant de tout ce qui fait la dignité du sujet. En voici les raisons. En tant que le monde est éthiquement vierge, que l'identité est un rapport entre un sujet et une éthique, et qu'un objet trouve sa dignité d'être dans son rapport à l'éthique, le sujet ne trouve sa dignité d'être que par rapport à l'éthique. Mais comme l'existence, indépendamment d'un rapport à une éthique, est absurde au sujet, il est clair que le politique va en quelque sorte se porter garant de cette éthique qui fait le sens de la vie des individus. En outre, en tant qu'autrui est la condition de l'existence de soi, qu'autrui est constitutif de l'identité de soi, et qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi, un individu ne peut pas trouver tout ce qui fait sa dignité indépendamment d'autrui. Mais comme une relation entre deux individus ne peut se faire que sur une instance tierce, la relation est impossible si elle ne se fait pas sur quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, est politique. C'est pourquoi l'existence même de la dignité du sujet est produite et garantie par la présence d'autrui qui, par le politique, cimente ce lien qu'il a avec autrui et donc également la valeur que le sujet prend par ce rapport à l'autre. De plus, comme l'esthétique est l'expression du sens d'une éthique, que l'esthétique est le miroir de l'identité d'un sujet et que, par l'esthétique, un sujet devient une personne, le politique va produire une esthétique qui va consister dans le sens de l'identité du sujet. Le politique est donc le garant de l'identité d'un sujet. Il est ce par quoi il devient une personne et ce sans quoi il n'est plus rien. Sans qu'il le sache lui-même, le sujet va trouver le sens de ce qu'il est par rapport à ce commun que développe le politique. Tout le sens de son identité va se trouver dans son rapport à lui. Bien sûr, l'individu est capable de développer une éthique indépendante de celle de l'esprit général de son peuple. Mais d'une part, comme nous l'avons dit, un sujet est forcément le produit d'une communauté dont, d'une manière ou d'une autre, il hérite et perpétue l'esprit. D'autre part, si l'individu peut plus ou moins prendre de la distance avec le sens que lui donne le politique, sans celui-ci, tout l'effort du sujet se confinera dans la sphère individuelle de sa propre personne et tout son effort disparaîtra en même temps que lui. La présence du politique dont l'effort dépasse les limites de la personne individuelle permet de garantir à celle-ci les valeurs qui font le sens de sa vie. Autrement dit, on peut n'avoir que faire des siens, de l'esprit de son peuple et du politique. Mais l'esprit d'un sujet n'est pas libre. Il est intrinsèquement conditionné par la culture de son peuple. Qu'il le reconnaisse ou non, il est contraint de se référer à ce politique pour trouver le sens de ce qu'il est, tant dans son éthique que dans son esthétisme et dans son identité. Citation. Chaque individu est le fils de son peuple à une certaine étape du développement de ce peuple. Personne ne peut sauter par-dessus l'esprit de son peuple, comme personne ne peut sauter par-dessus la terre. La terre est le centre de la gravité. Si on imagine qu'un corps abandonne son centre, on l'imagine flottant dans les airs. Il en est ainsi de l'individu. Hegel, la raison dans l'histoire, l'individu, le bonheur et la moralité. En un mot, l'individu s'élève à la dignité de personne par le biais de la citoyenneté. Le politique est la clé de voûte de toute l'éthique d'un individu. Sans elle, rien ne peut être solide. Fin de la section 4.